Donc bonjour à tous. Donc, pour aujourd'hui, effectivement, on avait été souhaité et sollicité être interrogé sur une approche plus écologique de la prairie et de la question de l'ancienneté, du laisser vieillir et des performances que ça pourrait amener à ces couverts. Donc c'est une intervention qui a été construite avec ma collègue Servane Leboniel de Caen et puis de Bertrand Dumont également. Et donc l'objet est effectivement de regarder sous forme de questions, d'interrogations et d'éléments de réflexion si conserver les vieilles prairies constitue un levier qui peut être efficace dans une optique d'étendre les services et les bouquets de services qui sont rendus par ces écosystèmes. Donc la première question qu'on s'est dit, c'est cette notion de l'âge, du vieillir. On s'est rendu compte à travers les interventions que l'on avait eues aussi avec certains collègues que le concept de l'âge n'était pas forcément basé sur les mêmes références pour tout le monde. Donc d'un point de vue écologique et sur une perspective un petit peu longue, c'est vrai que l'âge d'une prairie est une notion qui est vraiment relative. Donc simplement pour preuve, deux exemples qui sont tirés des travaux un peu en écologie historique de mes collègues de Nancy, qui eux regardent par rapport à des positionnements et des documents historiques anciens. Et ici une carte d'état-major de 1830, donc c'est un peu fade, sur lequel on voit très nettement dans le cadastre une parcelle qui était en forêt et puis des parcelles en prairie qui sont au bord de la rivière. Donc 1830, ça fait des prairies qui ont plus de 150 ans. Et ça, d'un point de vue écologique, c'est une vieille prairie. L'autre élément que l'on peut avoir, c'est de regarder les évolutions qu'il va y avoir, c'est-à-dire petit à petit, des évolutions avec des défrichements, donc des prairies qui vont être plus récentes, simplement parce qu'elles sont le produit, ces photos aériennes le montrent, d'une mécanique de déforestation et d'un gain progressif de la prairie sur la forêt. Donc dans cet élément-là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'avoir un passé ancien ou un passé récent, c'est-à-dire dans une optique historique, est-ce que ça va avoir un effet important? Est-ce que ça va impacter les performances de l'écosystème que l'on voit et que l'on regarde aujourd'hui? Donc de la même manière, ici en forêt et ici en prairie, donc une étude multivariée sur des éléments qui étaient basés sur les caractéristiques du sol, des caractéristiques de la végétation. On voit qu'on peut très nettement différencier ce qu'on appelle le groupe ici des forêts anciennes de forêts plus récentes, c'est-à-dire qui ont été plantées à la fin du 19e siècle, début du 20e. Et puis de la même manière, ici on voit les prairies anciennes qui se dégagent avec des prairies récentes qui commencent aussi à se discriminer, mais c'est simplement, c'est moins net parce que l'effet effectivement de l'âge va être moins prégnant puisqu'on est sur des chroniques un petit peu plus courtes. Donc ce qui apparaît aussi, c'est que cet effet ancien, si on essaye de regarder comment se répartissent ces végétations à l'échelle d'une micro-région, donc ici vous avez une carte du parc naturel régional de Lorraine, donc sur sa partie ouest, et on voit qu'on a des prairies anciennes qui ne sont pas réparties n'importe où, mais essentiellement donc en haut sur des côtes et sur des hauts de relief, et puis sur des bordures de fleuves également ou de rivières sur lesquelles on a encore conservé ces très vieilles prairies, donc depuis plus de 100 ans. Apparition de prairies récentes qui, elles, gagnent à partir de ces zones-là, sur des zones qui, probablement, sont des zones de meilleure qualité, de plus grande profondeur de sol, donc une conversion, une installation agricole, et puis des disparitions de prairies qui ont été reconverties essentiellement ici sur des cultures. Donc au total, dans notre écosystème que l'on va regarder, et à l'échelle d'une région, on voit que ces prairies très anciennes, ça représente à peu près 28%, et les prairies récentes, c'est un peu plus de 65%. Donc l'ancienneté de la prairie, lorsqu'on la raisonne, elle est à la fois en regard de l'utilisation du sol que l'on va en faire, mais aussi des pratiques agricoles récentes qui auront conditionné ces éléments. Donc ça nous amène à un concept qu'on aime bien mobiliser, qui est le fait que la prairie, c'est le résultat d'une histoire. Cette histoire, elle se construit essentiellement par rapport aux facteurs du milieu et également aux pratiques de l'éleveur. Donc l'interaction entre ces deux éléments va créer un potentiel. Ce potentiel, il va être caractérisé, c'est ce qu'on a déjà un peu vu hier, à travers la composition botanique, par exemple, que l'on va avoir, mais aussi à travers toute l'entomofaune qui va être associée. Et puis, c'était l'exposé de Guénola qui nous a montré effectivement le rôle de la complexité de ces réseaux trophiques dans les propriétés du sol et donc dans ce qu'on peut espérer des prairies.
Et par contre, ce qui souvent nous intéresse et ce qu'on regarde, c'est plutôt le réaliser, c'est-à-dire dans une condition donnée, comment vont s'exprimer ce potentiel qui est créé sur le long terme, sous l'impact aussi de facteurs du milieu qui va être le climat de l'année N, et puis les conditions et les pratiques de gestion de l'éleveur cette même année. Et c'est ça qui va conditionner ce qui va en retirer, mais ça va aussi impacter des éléments plus profonds qu'on ne verra pas et qu'on abordera tout à l'heure dans les services de soutien. Donc ça, une histoire, et dans laquelle l'éleveur joue un rôle majeur. Alors pourquoi? C'est simplement, il faut se rappeler que la prairie, dans la végétation, et en particulier sur la végétation en Europe occidentale, c'est un stade intermédiaire qui est bloqué dans la dynamique de végétation, et il est bloqué essentiellement parce qu'on empêche le passage vers la lande et vers la forêt, du fait de prélèvements réguliers de biomasse, et ça empêche cette dynamique de végétation. L'autre impact que l'on peut avoir, ça va être à travers le retournement. Donc d'un point de vue écologique, c'est une perturbation majeure, et ça revient en fin de compte à recréer un milieu pionnier, c'est-à-dire un milieu neuf, sur lequel on va implanter un nouvel agrosystème. Donc en ce sens-là, d'un point de vue écologique, ici on fait de la culture d'herbe, on n'est pas sur un système écologique, c'est pas vraiment de la prairie a priori, c'est de l'herbe que l'on va cultiver, et par contre le côté systémique va arriver progressivement avec le vieillissement, et il sera de plus en plus mature si on laisse vieillir et si on laisse à ce système l'opportunité de vieillir. Donc ça, c'est basé sur la théorie écologique qui dit qu'en vieillissant, tout écosystème, que ce soit la prairie ou tout écosystème, va devenir de plus en plus complexe. Donc ça a été théorisé par Odum en 1969. Et l'élément, comment ça se représente? C'est simplement qu'au-delà de la complexité qui peut se caractériser par les êtres vivants qui sont présents, ce qui va nous intéresser, c'est les interactions entre ces êtres vivants. C'est ce qu'on va appeler un réseau trophique, un réseau d'interactions. Et ce qui fait les propriétés émergentes du système, c'est la complexité de ce réseau. Donc lorsqu'on est souvent dans des prairies jeunes, on va avoir un réseau qui va être simplifié à quelques acteurs, et plus on va laisser vieillir la prairie, plus le réseau va se complexifier, puisqu'on va laisser des nouveaux acteurs venir s'installer et des interactions nouvelles s'installer. Donc la deuxième illustration qu'on voulait vous montrer, c'est un travail qui a été fait sur le SOER ACBB, donc qui a déjà été présenté un petit peu hier, donc sur lequel on a regardé le gradient entre les sites de Mons, qui sont des sites en culture, sur Lusignan, où on s'était focalisé essentiellement sur la prairie temporaire et sur une prairie permanente, mais comme François Gastal vous l'avez expliqué, c'est une prairie permanente qui a été installée il y a une quinzaine d'années, donc relativement jeune, et des sûretés et l'accueil qui sont des prairies permanentes, mais qui sont beaucoup plus anciennes, puisque celles sur l'accueil, elles ont plus d'une trentaine d'années. Et donc ce que l'on voit, c'est que quand on regarde l'indice de complexité de ce réseau trophique, c'est-à-dire le nombre d'interactions qu'on peut caractériser dans ces écosystèmes, on voit qu'on a une augmentation de cette complexité que l'on a en fonction de simplement en jouant sur l'âge. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on avait comparé des systèmes à faible intrant et à fort intrant, et donc cette diversité, cette complexité se maintient, même lorsqu'on est dans des milieux qui sont relativement exploités de façon intensive. Donc ça, il y a un effet héritage, un effet héritage de l'âge avec une complexité qui va se construire. Donc une fois qu'on a montré cet impact de l'âge sur la complexité structurale, c'est est-ce que ça amène sur ces prairies-là, qui sont plus complexes, est-ce que ça améliore leur fonctionnement? Est-ce qu'elles sont plus stables dans leur fonctionnement? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'elles vont fournir un nombre de systèmes beaucoup plus important? Donc là aussi, je vais commencer par m'appuyer sur la théorie écologique et en gros sur l'écologie expérimentale, sur lequel les auteurs ont essayé de modifier de façon artificielle le nombre d'espèces, et ils ont augmenté artificiellement le nombre d'espèces dans des couverts. Et ce qu'ils montrent, c'est que plus le nombre d'espèces va augmenter, plus l'indice de stabilité du couvert va être important. Et ça a été reproduit dans une autre expérimentation où on a toujours cette augmentation du nombre d'espèces, mais en laissant vieillir, en regardant ce qui se passe dans un écosystème de 1 an jusqu'à un écosystème qui a plus de 22 ans. Et vous voyez qu'à la fois, on a cet effet biodiversité, mais aussi cet effet âge, qui va faire que pour un indicateur comme la concentration en carbone du sol, on va avoir un effet améliorant à la fois lié à la diversité, donc ça c'est un effet complexité de l'écosystème, et un effet âge, puisque les performances de ce couvert à 16 espèces sont nettement supérieures que celles que l'on avait en première année. Donc l'autre point ensuite, c'était de se dire, si on parle des services, qu'est-ce qu'on regarde? Donc sur les services, je ne reviendrai pas sur toute la discussion qu'il y a de comment les caractériser et comment les catégoriser.
Donc on a essayé de prendre quelque chose qui est assez lisible et largement accepté. Hein. Donc le service, c'est l'ensemble des bénéfices ou des avantages que l'homme va tirer du fonctionnement des écosystèmes. Donc ça, c'est la définition du Millennium Ecosystem Assessment. Donc on est vraiment dans une vision qui est anthropocentrée et du point de vue du bénéfice qu'on en tire. Donc là, c'est important de bien faire la différence entre les fonctions que vont produire l'écosystème et le bénéfice que l'homme en retire. Donc ça veut dire qu'on va regarder les services à travers un prisme qui est humain et à travers ceux et les avantages que l'on va en avoir. Donc ici, je vous ai présenté un travail qui a été réalisé dans le cadre du CASDAR à tous. C'est un atelier participatif hein, où suite à la présentation, effectivement, et les interventions de ce qu'étaient les services, on a demandé à des collègues, hein, conseillers agricoles, des éleveurs, des chercheurs, de dire simplement pour eux qu'est-ce qu'ils mettraient comme type de service derrière ces grandes catégories. Donc au niveau des services support ou d'auto d'entretien, il y a tout ce qui est lié à la préservation du sol, les cycles des nutriments, la production primaire, c'est-à-dire la photosynthèse, le carbone qui va rentrer dans l'écosystème. Donc en gros, c'est tout ce qui va contribuer à maintenir ces fonctionnalités du système. Une deuxième catégorie, souvent sur laquelle on focalise, qui est l'approvisionnement, c'est-à-dire les productions. Et ici, ce qui est important, c'est le fourrage. C'est-à-dire, ici, vous voyez, ça, c'est la production primaire, c'est ce qui va rentrer dans l'écosystème. Ça, c'est ce qui va être utilisé par l'homme. Donc, on est dans un service d'approvisionnement. On met aussi tous les produits. Et puis, dans un certain nombre de systèmes, on a eu des choses un peu surprenantes, mais sur l'intérêt d'espèces qui vont présenter pour la cosmétique ou pour la médecine, hein, avec la phytothérapie, de plus en plus d'interactions et de valorisation sur des prairies anciennes. Autre point très important sur lequel on parle sont ces services de régulation, c'est-à-dire tous les services qui ont un impact positif pour le bien-être des êtres humains et des êtres vivants en général. Donc c'est la qualité de l'eau, c'est la qualité de l'air, c'est ici qu'on intégrera le carbone hein, avec la régulation du climat, mais aussi la lutte contre des espèces pathogènes ou des espèces envahissantes. Et puis, dernière catégorie de services, c'est tout ce qui est culturel et à caractère social. Donc hier, on a eu un exposé sur un projet européen hein, qui avait focalisé sur cet aspect-là, et on avait des illustrations, en particulier simplement parce que la perception qu'il y a au niveau par rapport au grand public hein, et l'intérêt qu'il va avoir n'est pas neutre, et c'est extrêmement important de travailler sur l'utilisation qu'en font aussi les sociétés civiles, en particulier à travers la perception qui des fois peut être jugée un peu esthétisante, mais qui est aussi le regard que l'on porte sur ces systèmes. Et donc souvent, dans ces projets, on travaille beaucoup en lien entre ces services culturels et d'approvisionnement. C'est très facile d'expliquer à des touristes, par exemple, la qualité d'un paysage. Hein, ils sont venus ici pour ça. Et puis derrière, quand on leur explique que la qualité de ce paysage est liée au travail des éleveurs, et que ce travail des éleveurs, ça va donner la qualité des produits, déjà on a fait un lien hein, entre comment sont produits les choses et ce que vous consommez. Donc pour l'illustrer, on a essayé de repartir de l'exemple hein, qu'on avait sur les services d'approvisionnement en comparant deux cas, donc des prairies qui sont des prairies dites jeunes et puis des prairies anciennes, et de regarder quelques services. Donc dans le papier, hein, vous aurez on a un tableau qui est beaucoup plus important avec les arguments qui nous ont conduits à faire ces schémas. Hein, simplement, là, c'est juste pour illustrer le type et le raisonnement. Donc si on part sur la quantité accumulation de biomasse et valeur nutritive, sans nul doute, hein, les prairies jeunes ont un potentiel qui est extrêmement fort. C'est normal, ce sont des espèces qui ont été sélectionnées et qui ont été implantées pour ces propriétés-là essentiellement. Ce sont des espèces extrêmement productives et qui vont être effectivement efficaces et de bonne valeur nutritive lorsqu'elles vont être exploitées dans des conditions pour lesquelles elles ont été sélectionnées, lorsqu'elles sont gérées de façon optimale et lorsqu'elles sont exploitées au stade optimal pour lequel on avait souhaité avoir cette forte production de biomasse. Sur les prairies anciennes, vous voyez qu'il y a une barre qui est moins importante, hein, ça produit moins. Par contre, la production n'est pas négligeable. Hein, et vous avez un certain nombre de typologies hein, qui existent, que ce soit dans le Massif central, les Pyrénées, dans les Vosges ou dans d'autres régions de France, qui montrent qu'on a des variabilités. Alors certes, on a des prairies peu productives à 1,5 tonnes de matière sèche, mais on a des parcelles aussi qui peuvent monter très facilement à 6 ou 7 tonnes et tout à fait soutenir une production à l'aide. Autre point intéressant qui souvent est moins regardé, ce sont sur les micronutriments. Donc ces micronutriments, ce sont des éléments chimiques ou biochimiques qui sont créés par les plantes et qui peuvent présenter un intérêt pour l'alimentation et la santé animale. Et là, vous voyez que le taux en micronutriments est beaucoup plus important sur les prairies anciennes. C'est lié au fait que ces micronutriments sont beaucoup plus importants dans les espèces dicotylédones que dans les graminées. Et dernier point qui était intéressant pour les services d'approvisionnement, surtout en milieu changeant, c'est la souplesse d'utilisation. C'est-à-dire ces couverts, est-ce qu'ils vont permettre d'être plus ou moins souples, de pouvoir décaler l'utilisation.
Ici, on voit que sur les prairies jeunes, eh ben, on est plutôt ciblé sur des itinéraires qui sont plutôt très fins et très techniques, et sur des prairies anciennes, elles supportent cette capacité de souplesse. Donc ça, je vais vous l'illustrer à travers un exemple qui est issu des travaux de mon collègue Donato Andueza, hein, donc qui a regardé sur plusieurs séries l'évolution de la valeur nutritive entre des prairies qui sont jeunes et peu diversifiées, donc très forte valeur nutritive, c'est là où on cible l'impact de leur utilisation. Par contre, si elles ne sont pas utilisées au bon moment, dégradation extrêmement importante de cette valeur nutritive, simplement liée à la phénologie très rapide de ces espèces. En prairies anciennes peu diversifiées, on a une valeur nutritive qui est plus basse hein, à la base. Par contre, du fait de la mixité, de la complémentarité en espèces et la complémentarité des phénologies, on a une baisse qui est nettement moins importante. Donc ce qui fait que si cette prairie ne peut pas être exploitée au bon moment, elle va diminuer très fortement. Et donc cette prairie plus ancienne qui présentait un potentiel moins important pourra devenir intéressante parce qu'on voit que cette question de stabiliser et de souplesse était plus importante. Autre exemple, c'est sur la composition en terpènes, donc en composés secondaires. Ici, le profil chimique des terpènes sur une prairie jeune, ici sur une prairie ancienne. Et vous voyez qu'on le retrouve à travers les produits. Et donc, dès lors que l'on va se retrouver dans une thématique de recherche de plus-value et de valorisation, par exemple sur des AOP, eh bien, on aura un intérêt hein, à communiquer et à développer la richesse en dicotylédones qui va donner cette flaveur et cette richesse qui pourrait être caractéristique. Donc si on part maintenant sur l'exemple des services de régulation, de la même manière, donc sur le premier service sur la régulation de l'eau, en prairie jeune, du fait que si on prend toute la carrière avec un stade de retournement et donc un stade sur lequel le sol nu sera à un moment donné, les performances sur la qualité de l'eau ou la prévention de l'érosion vont être affectées, alors que sur des prairies anciennes, du fait du développement important du système racinaire, on va avoir une bonne rétention d'eau, une bonne capacité de filtration et également une bonne capacité à retenir le sol. Et sur la pollinisation, c'est essentiellement la présence d'espèces à fleurs hein, et donc de capacités trophiques qui va attirer ces insectes. Et donc l'intérêt sur la pollinisation, il n'est pas tant sur la prairie en elle-même, mais si des îlots de prairies anciennes sont maintenus dans des zones de plaine avec forte culture, ce service il va être apporté aux cultures qui seront aux cultures adjacentes. Et donc là, on passe sur une approche plus paysagère. Un point sur lequel je voulais revenir, c'était sur la question du carbone. Donc, quand on parle de prairies jeunes et prairies anciennes, il y a deux notions qu'il faut regarder. C'est le capital carbone que l'on a, c'est-à-dire le carbone que l'on a déjà dans le sol, et le stockage de ce carbone qui est le flux entrant. Donc ici, flux entrant et le stock. Quand on est sur les prairies anciennes, ce que l'on va voir, donc ici c'est issu d'un travail qui a été fait là, récemment sur une exploitation où on a regardé la proportion de surface et quel était le service rendu. Et vous voyez qu'ici, on est sur des prairies anciennes, pâturées ou fauchées, et ces prairies anciennes ont un fort capital de carbone, donc plus on a une grande part de la surface, près de 60% de la surface qui présente ce fort capital de carbone, aussi bien en pâturage qu'en fauche. Par contre, si on regarde sur les prairies jeunes, 100% de la surface présente un faible capital en carbone. Mais elle présente un flux de stockage, c'est-à-dire un flux entrant de carbone qui va être intéressant. Et donc ça, c'est important de voir. Hein. Souvent, on focalise sur le 4 pour 1000 qui est sur le flux entrant. Mais par contre, quand on est en prairie permanente, et c'est souvent le message qu'on fait passer, il faut aussi préserver ce capital. Et donc, les politiques publiques doivent contribuer à ça. Donc ici, une illustration qui va être sur le fait de raisonner sur la complémentarité de services, où je vous présente juste ce à quoi correspondent ces bouquets, où on va avoir, ça c'est sur un projet qui a été conduit en Lituanie, donc sur des prairies jeunes qui sont essentiellement axées sur des services, sur la production. En prairie permanente, on a un équilibre beaucoup plus important, et ils avaient montré, eux, sur la qualité de l'eau, c'était très fort. Et puis des prairies semi-naturelles, on voyait sortir des services qui étaient sur la production de miel, la production pour la cosmétique, les herbes et la thérapeutique. Donc une diversité, et ces bouquets de services sont construits du point de vue des utilisateurs qui souhaitent en tirer avantage. Si on l'amène à l'échelle d'un paysage, on voit qu'on peut de la même manière cartographier différents services et regarder en recoupant toutes ces parcelles, dans toute leur diversité, d'avoir une carte des services qui vont être rendus à l'échelle du territoire. Et donc de l'intérêt de réfléchir sur la complémentarité, non pas à l'échelle de la parcelle, mais à une échelle supérieure de la parcelle.
Et donc ça a amené des travaux à différencier à l'échelle française, en mélangeant les prairies, de donner des bouquets de services. Ici, vous voyez que sur la Bretagne est caractérisée par des types de bouquets de services autour de la production et de la vitalité, donc c'est vitalité économique et technique, alors que dans le Massif central et en Normandie, on est plutôt sur des bouquets de services orientés vers l'environnement et les services culturels. Donc en conclusion, ce qui va être important, c'est de ne pas rechercher à avoir tout sur un même site ou une même parcelle, c'est d'intégrer les choses, c'est de prendre en compte la carrière dans son ensemble de la prairie, de voir quelle complémentarité elles ont sur le service, elles ont sur l'utilisation qu'on veut en faire, et donc une importance de mixer le type de prairie pour assurer à la fois la coexistence des prairies anciennes et des prairies plus jeunes. Et ici, c'est un travail qui a été fait donc, par Bertrand Dumont dans l'expertise scientifique collective sur ce thème-là, qui a, au moyen d'un outil qui s'appelle Lagrange, essayé de regarder comment un système, ici un système herbagé avec la prairie permanente à densité animale moyenne, c'est le cas classique des systèmes AOP Massif central, comment ils se structurent et de voir qu'ils sont essentiellement sur des services orientés vers les sorties environnement et climat. Donc ce qui corrobore l'étude précédente. Alors que si on est sur un système tout herbe avec des prairies jeunes à haute densité animale, donc c'est plutôt les systèmes d'Irlande et de Bretagne, on est aussi en tout herbe ici, basé sur prairie, l'orientation elle se fait plutôt sur les voies économiques et à destination des marchés. Et enfin, le dernier point, c'est aussi la question qu'on s'est posée. Vous avez vu que cet effet d'héritage, cet effet va cumuler et accumuler sur du long terme les impacts de l'environnement. Et donc ce qui est important, c'est d'intégrer aussi ces changements, c'est intégrer ces changements, qu'ils soient climatiques ou socio-économiques ou politiques. Dans tous les cas, l'éleveur va les subir, et donc il doit les intégrer dans le fonctionnement de ce système, et bien avoir en tête que tout changement d'un facteur va entraîner des modifications sur la végétation. Donc ici, simplement un papier sur des collègues anglo-saxons, qui montre très bien que sous l'impact du changement, on va avoir un changement de végétation qui va modifier la façon dont les cycles vont se réguler, et donc ce que l'on va pouvoir attendre de ces systèmes. Et donc ça sera l'objet de l'exposé de Jean-Louis qui suit sur l'impact du changement climatique et les témoignages que l'on aura à suivre. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation de ce topo sur la prairie et donc les différents services écosystémiques. Donc voilà, s'il y a des questions. J'ai besoin du micro? Non, il ne fonctionne pas malheureusement. Il ne fonctionne pas. C'est celle qui parle. Deux questions et recommandations. Si on peut revenir sur les diapos où tu présentes milieu pratique et potentiel assez au début, là, qui était... Au-delà de ça, merci pour l'exposé, j'avais une question plus générale à la fin, mais là, est-ce que la flèche horizontale noire en bas ne mérite pas un retour? Alors, les performances vers écosystème. Ouais, le retour qu'elle aura, c'est qu'on va intégrer ces éléments-là à ce niveau-là, et il va se faire sur un effet cumulé sur du long terme. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la réalisation. Souvent, ce que je dis, c'est un peu comme quand on fait du sport. Ça, c'est l'entraînement que l'on va avoir, c'est le potentiel génétique que l'on a. Ça, c'est ce qu'on fait le jour de la compète. Donc forcément que la performance qu'on aura et autres, on va en retirer des exemples et ça va revenir. Mais dans ça, on va plutôt l'intégrer, ça va revenir sur un facteur. Et donc oui, je suis d'accord, on pourrait... Je pense qu'une partie des performances vont influer quand même à terme. Ça va. Alors, ça va. Quand tu mets le carbone, par exemple, tu vois, par exemple. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Oui. Ça, on peut ça va être un cycle de régulation qui va revenir là-dessus. Et la deuxième, pour monopoliser, sur les graphiques où tu présentes les différents services de la prairie jeune à la prairie vieille, qui me semble intéressant mais un peu caricatural, est-ce que dans prairie jeune, tu n'es pas contraint d'ajouter monospécifique en même temps, pour encore exacerber le graphique, et d'autre côté, prairie ancienne diversifiée? Oui, alors... Tu vois, parce que les prairies jeunes multispécifiques qu'on encourage aujourd'hui, eh ben, elles vont être un peu plus performantes que les prairies jeunes telles que tu les graphiques là. Elles sont là-dedans, donc on peut mettre... Tu vois, alors on n'a pas sorti la monospécifique. Quoi. Voilà. Alors ça, c'est une réponse au reviewer qu'on a eu, qui nous a dit, vous parlez de prairies temporaires, il faut sortir ces choses-là. Donc on a essayé de trouver, et en même temps, dans les prairies jeunes, on n'a pas... Comme on parlait du rôle de la diversité avant, ici on a accentué juste sur l'effet de l'âge, mais là il y a un gradient, et là aussi il y a un gradient. Voilà. Donc c'est vrai qu'après derrière j'aurais pu mettre un gradient de diversité, puisque ça va dans ce sens-là. Peut-être, effectivement. Ok. Oui, merci Pascal.
Merci pour l'exposé. Oui, donc pour prolonger, parce que ma question allait effectivement sur ce sujet. En fait, dans la façon dont tu nous présentes les différences entre prairies jeunes et prairies anciennes, c'est beaucoup lié à la diversité spécifique, à la richesse spécifique. Donc, ma question, c'est finalement, est-ce qu'il y a toujours une liaison entre âge de la prairie et diversité spécifique? Est-ce qu'il peut y avoir des prairies anciennes qui s'appauvrissent en termes de diversité spécifique? Alors, il y a un seuil qui va arriver pour une condition de milieu où on va arriver à un seuil de saturation du nombre d'espèces qui va se faire, mais la théorie écologique part plutôt de la complexité en fonction de l'âge. Plus un système va vieillir, plus il va atteindre un stade qui sera un stade métastable, puisqu'on n'est plus dans la notion de climax, mais on est en une métastabilité sur lequel on aura un cortège floristique qui va être un cortège floristique optimum. Ça ne veut pas dire qu'on va retrouver en tout lieu et tout le temps le même nombre d'espèces. Mais par contre, globalement, c'est un potentiel d'installation. Donc effectivement, on a ce lien qui existe et qui perdure. Et sans intervention humaine, on n'a pas de possibilité d'avoir des prairies très très vieilles avec très très peu d'espèces. Enfin, même sur l'expérimentation la plus connue en écologie expérimentale, celle de Iéna, pour maintenir leur système, ils sont obligés de désherber régulièrement parce qu'il y a de l'implantation, simplement parce qu'il y a des flux de graines, il y a des banques de graines, il y a des arrivées, des échanges dans les écosystèmes et qui tendent à cette complexité et à utiliser l'espace vacant ou l'espace libre. Donc il y a cette notion-là. Par contre, on peut avoir des milieux qui sont hyper stressants sur lesquels on a un cortège floristique qui est extrêmement faible. Mais là, après, on part sur des systèmes qui ne sont pas forcément des systèmes qui sont très exploités par le pâturage, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et l'autre cas, pour compléter la question, donc on a sur des systèmes au Brésil, par exemple, eux, ceux qui vont enregistrer cet appauvrissement, c'est lié, mais aussi à un facteur anthropique, qui a été via l'introduction d'une espèce, il y a quelques années, d'une espèce africaine, qui est extrêmement agressive et qui tend, elle, à faire du monospécifique. Et dans les Alpes, ils ont aussi avec une fétuque qui est très invasive, mais on est sur des systèmes qui sont quand même, qui montrent aussi à un moment donné une dérégulation par rapport aux facteurs. Donc on est un peu en limite de la discussion. Geoffrey Mesbailly, INRAE. Bonjour. Moi j'ai aussi une question sur cette diapo, et en fait, pour moi, c'est pas la biodiversité, ce serait plus sur l'intensification des pratiques, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin d'une prairie ancienne pour avoir, par exemple, une flore diversifiée, mais par contre, prairie ancienne ne veut pas forcément dire flore diversifiée, ou pareil pour le rendement, etc. Et donc, je voudrais savoir si ça, dans quel contexte de pratique, dans quelle intensité ça a été fait, parce qu'il faut quand même une prairie assez extensive pour avoir une forte diversité. Alors, là, le travail qui est fait, c'est à titre d'expert. Hein. Voilà, ça se base sur la biblio qu'on a fait pour construire le schéma, sur nos expériences personnelles et d'essayer d'arriver à essayer d'avoir une approche un peu synthétique, mais derrière, il n'y a pas de, enfin, on n'a pas nécessaire, enfin, on n'a pas fait une méta-analyse hyper sérieuse là-dessus. Hein, c'est plutôt les tendances et de faire ressortir des éléments pour voilà. L'objectif c'était pour nous c'était d'arriver à comprendre sur les éléments de complémentarité que l'on pouvait avoir, parce qu'une finalité, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la performance de chacun, ça c'est bien connu, c'est d'arriver à se dire est-ce que dans des systèmes que l'on voit, c'est quels arguments on peut avoir pour maintenir aussi des vieilles prairies dans des systèmes sur lesquels il y a possibilité de faire des prairies jeunes et d'avoir une production plus importante. Est-ce que ça amène des services? Est-ce que ça va équilibrer quelque chose? Et la question, elle est plus de dire qu'est-ce qu'on va perdre, ici en retournant, que d'évaluer réellement le potentiel de façon précise de chacune. Dernière question. Oui, bonjour. Donc, Camilla Pérez, merci pour ton exposé, Pascal. Moi, je voulais revenir sur cette approche-là, et notamment sur les conséquences sur le service de régulation hydrique. Et tu montres qu'effectivement, le vieillissement de la prairie est associé à une amélioration, en fait, de la régulation hydrique. Et ça, comment est-ce que vous arrivez à l'expliquer? Parce que nous, en fait, dans ce qu'on montre dans nos travaux,
régulièrement, c'est qu'une prairie permanente va justement réduire l'infiltration pour des problèmes de compaction dans les premiers centimètres. Oui, voilà. va réduire l'infiltration. Alors là-dessus, sur ce qu'il y a, c'est que l'impact le plus fort qu'on a montré, c'est que le fait d'avoir une végétation relativement dense va réduire les flux d'eau. Et donc ça, c'est par exemple par rapport à ce qu'il y a sur les effets de ruissellement et d'écoulement qui sont moins importants. Donc en fin de compte, par rapport à un système qui est peu dense et relativement jeune, quand tu as sur des perturbations de fortes pluies par exemple, tu vas avoir un ruissellement de surface qui va être beaucoup plus important. Et en bordure de cours d'eau, c'est ce qui explique souvent des crues un petit peu catastrophiques lorsqu'il y a eu une trop forte artificialisation. Et je pense que toi, ce que tu montres, c'est sur un régime plus constant avec des pluies sur du plus long terme. Hein, on en rediscutera. Mais la chose qu'il y a, c'est que de toute manière, sur la régulation, sur le flux d'eau, ça favorise la pénétration. Et donc ça, c'est aussi des travaux qui sont faits au LESSEM par Freddy Ray, qui travaille sur les services, les solutions fondées sur la nature en particulier, où lui il travaille à l'échelle d'un bassin versant pour la régulation des crues dans les agglomérations, c'est-à-dire ceux qui regardent totalement au fond. Et l'une des premières choses qu'il dit, hein, c'est en amont du bassin versant, c'est de maintenir des couverts anciens et de prairies pour justement limiter l'arrivée de ces flux d'eau relativement massifs, parce que tout ce qui n'arrivera pas après en plaine ne sera pas à réguler par des ouvrages ou pour limiter ces... en gros, là, on est dans des problématiques risques. Hein, Donc, je pense qu'il y a des questions d'échelle. Et à travers les approches que tu peux avoir, qui sont des approches écologiques sur le fonctionnement et autres, là, sur les services, on s'est positionné plutôt que de l'avantage que va en tirer l'homme sur la qualité de l'eau qu'il va boire, par exemple, ou sur le risque d'inondation qui sera limité. Donc, c'est aussi des questions de perspective et d'échelle. Voilà. Merci Pascal.